Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'elle concerne un sujet qui vous intéresse à un grand nombre de personnes qui viennent ici en Asie du Sud-Est, que ce soit au Vietnam, mais aussi en Thaïlande ou sur l'île de Bali. Et ce sujet, c'est le scooter. Est-ce vraiment une bonne idée de louer un scooter? Quoi en effet de plus enivrant que de rouler cheveux au vent, enfin pour ceux qui en ont, au milieu des rizières, aller où on veut, quand on veut, et puis aussi ça coûte beaucoup moins cher. Mais est-ce bien raisonnable? Alors autant vous le dire tout de suite, il n'existe pas de réponse universelle à cette question. Je vais vous parler de la réglementation, du problème des assurances, de la conduite dans ces pays, et enfin de comment vous procurer un scooter, quels sont les prix si vous décidez de franchir le pas. Ce sera à vous de voir. Et comme il fait très chaud ici, on va aller s'installer à l'intérieur et je vous explique tout ça. Commençons donc par la réglementation. En fait, c'est assez simple, c'est à peu près la même qu'en Europe. Jusqu'à 50 cm3, pas besoin de permis. Par contre, au-dessus, si vous ne voulez pas être en infraction, il faudra un permis. Si vous venez comme touriste, vous devez avoir le permis A1 ou mieux encore le permis A2 ou A. Mais cela ne suffit pas. Enfin, le permis national ne suffit pas. Il faut aussi le permis international. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas vraiment un permis de conduire, c'est plutôt une sorte de traduction dans un format international du permis de conduire national. Et surtout, c'est gratuit. Bon, enfin, il faut quand même payer l'enveloppe et le timbre, mais sinon, pas d'examen à passer et rien d'autre à payer. Mauvaise nouvelle, par contre, pour tous ceux qui ont un permis de conduire français, c'est le délai d'attente entre le moment où vous allez déposer votre demande sur le site de l'ANTS en France et le moment où vous allez recevoir votre permis international. Il va s'écouler, selon les régions, autour de 6 mois. Si vous le recevez, faites bien attention s'il est bien écrit A1 dessus ou A2 ou A. Et attention à la cylindrée qui est sans doute indiquée dessus et de ne pas louer un scooter au-dessus de cette cylindrée. Sinon, ça ne sert à rien. Autre problème, c'est si votre permis de conduire vient d'un pays qui n'est pas signataire de la Convention de Vienne, eh bien vous ne pourrez pas demander de permis international. Alors parmi les pays francophones, apparemment le seul qui est concerné, ce serait le Canada. Donc amis québécois, désolé, mais vous ne pourrez pas conduire de scooter en toute légalité ici au Vietnam, puisque pas de permis international. Si vous êtes ici comme résident, c'est un peu différent. En fait, c'est un peu plus simple et plus rapide. Vous pouvez transformer votre permis A2 ou A français en permis vietnamien. La procédure est assez simple, vous faites traduire votre permis, ça coûte une dizaine d'euros. Vous déposez votre demande, ça coûte aussi une dizaine d'euros. Et une semaine après, vous avez un permis vietnamien qui sera valable jusqu'à la date d'expiration de votre carte de résident. Certains centres d'examen acceptent de faire passer aux étrangers qui ont un permis B vietnamien. C'est-à-dire en fait, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'avais mon permis B français, je l'ai transformé en permis B vietnamien et grâce à ce permis B, j'ai pu passer un examen pratique, uniquement pratique, pour avoir le permis A1 vietnamien que voilà. Ce permis, je l'ai à vie. Alors l'examen pratique, bon, c'est pas évident. Vous avez un parcours à faire qui commence par une figure en 8 avec un couloir étroit comme ça, et ça à faire au ralenti et vraiment des courbes assez difficiles. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. Je ne veux pas savoir comment j'ai réussi, mais j'ai réussi. Donc maintenant, j'ai mon permis vietnamien A1. Voilà, certains centres d'examen, pas tous, proposent de le faire. Si vous voulez avoir plus d'informations, laissez un message en commentaire. Je vous donnerai la procédure à suivre ou des contacts si vous voulez passer le permis. Si vous voulez passer votre permis A au Vietnam pour conduire les grosses motos, plus de 125 cm3, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudra quand même passer l'examen théorique, le code comme on dit, et c'est en vietnamien. Donc vous devrez apprendre les questions par cœur en vietnamien, mais beaucoup d'étrangers le font. Moi, je pense que le nombre de questions-réponses est assez réduit. Donc à force de répéter, eh bien, vous y arriverez aussi. Bon, tout ça, c'est ce que dit la loi, mais certains d'entre vous, soit n'auront pas reçu leur permis international à temps, soit tout simplement n'ont aucun permis A1. Donc dans ce cas de figure, si vous conduisez un scooter de plus de 50 cm3, vous serez quoi qu'il arrive en infraction. Alors, quels sont les risques de se faire prendre et combien coûte l'amende dans ce cas-là? Alors, loin de moi l'idée de vous encourager à le faire, bien au contraire. Mais vu que ce sujet intéresse un grand nombre de personnes, je vous donne les informations, vous en faites ce que vous voulez. Alors tout d'abord, le risque de vous faire prendre par la police dans le cadre d'un contrôle routier dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Cela est valable tout aussi bien en Thaïlande par exemple, où vous ne croiserez quasiment aucun uniforme sur une petite île pas trop touristique. En revanche, sur les grandes îles très touristiques comme Phuket ou Pattaya, là vous avez beaucoup plus de chances de vous faire
contrôlés. Au Vietnam, c'est un peu la même chose. Sauf qu'actuellement, nous sommes en 2024, il n'y a qu'un seul endroit où vous êtes vraiment sûr, mais alors vraiment sûr à 100% de vous faire arrêter, parce qu'il y a des barrages qui sont mis en place. Et cet endroit, c'est Ha Giang. Alors, Ha Giang, c'est quoi? C'est une ville dans le nord du Vietnam, mais c'est aussi une boucle à travers les montagnes. Alors là, vous avez des paysages magnifiques. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais d'après toutes les vidéos que j'ai pu en voir. Donc, vous avez les paysages magnifiques. Vous allez à la rencontre des ethnies locales. Mais malheureusement, depuis quelques années, cette boucle de Ha Giang est victime de son succès. Et les petits chemins de montagne qui autrefois étaient perdus, maintenant deviennent de véritables autoroutes à touristes. Et forcément, le nombre d'accidents augmente, et y compris le nombre d'accidents mortels. Donc les autorités ont décidé de dire stop, et les touristes sont systématiquement contrôlés. En plus, vous aurez bien du mal à trouver un scooter à louer si vous n'avez pas de permis. Parce que forcément, les loueurs n'ont pas trop envie que la police confisque leur scooter si vous ne payez pas l'amende, parce que c'est ce qui se passe. Alors l'amende, c'est combien? Eh bien, c'est entre 1,5 million et 3 millions, d'après les échos que j'ai pu avoir. C'est-à-dire entre 55 € pour les plus chanceux et puis 110 € pour les moins chanceux. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, là, on la paye une fois, on vous donne un papier, puis sur les autres barrages, vous montrez que vous avez déjà payé l'amende et on vous laisse normalement continuer. Sinon, dans le reste du pays, je parle du Vietnam, si vous ne grillez pas un feu rouge, si vous ne roulez pas à contresens, et surtout si vous n'avez pas d'accident, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Si vous n'avez pas d'accident, et là j'en arrive à la deuxième partie, que se passe-t-il en cas d'accident au niveau des assurances? D'abord, les assurances, c'est quoi exactement? Il faut distinguer d'une part l'assurance obligatoire, on dit aussi assurance routière, assurance responsabilité civile. Elle est liée au véhicule, et elle couvre les dommages que vous causez à d'autres véhicules ou à d'autres personnes. Pour les dommages que vous causez à vous-même, par exemple si vous tombez, ça arrive, ou aussi des dommages qu'une autre personne peut vous causer, mais cette personne a pris la fuite. Et je peux vous dire qu'au Vietnam, ça arrive très souvent. Si vous avez un accident, on se barre. Qui va payer vos frais d'hôpitaux dans ce cas-là? Alors si vous avez une assurance voyage et que cette assurance voyage couvre ce genre d'accident, de deux roues, j'y reviendrai. Et si vous êtes résident, eh bien, ce sera votre assurance maladie. Là encore, si vous en avez une. Commençons par l'assurance obligatoire. Normalement, si vous louez un scooter, il devrait être assuré. Normalement, parce que personnellement, à chaque fois que j'ai loué un scooter, on ne m'a jamais remis aucun document, ni le certificat d'assurance, ni le certificat d'immatriculation. On m'a parfois même fait signer des papiers comme quoi il n'y avait aucune assurance. Mais bon, admettons que le scooter soit vraiment assuré. Alors, il faut savoir que ces assurances, voilà, elles ne coûtent que quelques euros. Inutile de vous dire qu'elles ne remboursent pas grand-chose non plus. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez être tranquille, surtout si vous louez un scooter pour une longue durée, vous pouvez en contracter une dans toutes les stations-service ou peut-être plus simple chez les concessionnaires de scooters. Alors voilà, pour vous donner une idée, les plafonds sont indiqués ici. Pour un dommage corporel, c'est-à-dire si vous blessez quelqu'un, l'assurance indemnisera au maximum 150 millions de dong par personne et surtout par sinistre. Alors 150 millions de dong, ça peut paraître pour beaucoup, sauf que 150 millions de dong, c'est 5500 €, pas plus. Donc imaginez si la victime est paralysée à vie, ou s'il y a plusieurs, ici c'est fréquent qu'il y ait 2, 3, 4 personnes sur un scooter, vous tamponnez un scooter comme ça avec des personnes âgées ou des enfants, les frais d'hôpitaux, ça va être au-dessus de 5500 €. Donc même si le scooter est assuré, il vous remboursera maximum les 5500 €, mais après c'est vous qui devrez payer. Pour un accident matériel, c'est seulement 50 millions de dong par sinistre, c'est-à-dire 1800 €. Alors là, imaginez, vous emboutissez avec votre scooter une voiture flambant neuve, même pas forcément une voiture de luxe. Ici, il y en a au Vietnam des voitures de luxe, mais une belle voiture toute neuve, ça va vous coûter là encore bien plus que 1800 €. Ça va faire mal au porte-monnaie. Autrement dit, si vous causez un accident grave, même si vous avez le permis, même si le scooter est assuré, vous devrez quand même mettre la main à la poche. En plus, vous devrez très probablement avancer les frais à la victime. Alors, inutile de vous dire que réclamer de l'argent à l'assurance une fois que vous serez rentré au pays, je vois mal comment ça peut se faire. Autrement dit, ce papier, en fait, c'est vraiment juste un bout de papier sans valeur, qui est le seul but, c'est de le montrer à la police si vous êtes contrôlé.
Ce sera pour eux un motif de moins de vous donner une amende si vous êtes en règle, si vous avez un permis, si vous avez l'assurance. Concernant l'autre assurance, celle au cas où vous vous blesseriez tout seul, par exemple suite à une chute, ou si le responsable prend la fuite et vous vous retrouvez là encore tout seul. C'est pas vraiment mieux parce que d'abord si vous avez une assurance voyage qui est liée à votre carte de paiement, et notamment si c'est une carte bancaire ordinaire, là vous pouvez oublier parce que la plupart de ces assurances ne couvrent pas les accidents de scooter ou de deux roues. Si vous avez une carte Gold ou Premium ou qui coûte un peu plus cher, vous avez plus de chances que ces accidents soient couverts, mais ce n'est pas systématique. Donc renseignez-vous bien auprès de votre banque. Sinon, vous pouvez prendre une assurance plus complète, mais assez peu de compagnies couvrent ce risque. Alors je sais que par exemple, Chapka Assurance couvre ce risque, mais c'est jusqu'à 125 cm3 et évidemment, il faut avoir le permis. Si vous n'avez pas le permis, ce n'est même pas la peine de prendre une assurance, ça ne fonctionnera pas. Donc attention quand même à la cylindrée au moment de la location, parce qu'ici on trouve des scooters, c'est très fréquent, de 150 cm3, 175 cm3, mais si l'assurance ne couvre que jusqu'à 125, là encore, l'assurance ne vous servira à rien. Pour les résidents, c'est un peu différent puisqu'en général, les assurances voyage, jusqu'à 3 mois à partir de l'entrée dans le pays. Donc, si vous êtes résident, vous ne pouvez pas profiter de cette assurance voyage. Donc, si vous travaillez ici, normalement, vous devriez bénéficier d'une assurance maladie, qu'elle soit publique ou privée, vietnamienne ou étrangère. Pour ma part, j'ai la CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger, parce que c'est le choix de mon employeur. Sinon, je n'aurais pas choisi celle-là, parce qu'elle ne rembourse pas grand-chose. Donc, je me suis dit qu'avec l'âge, quand même, je suis plus tout jeune, il vaut mieux être prévoyant. Alors, j'ai pris une mutuelle qui coûte assez cher, mais au moins, je suis remboursé à 100%. Donc, si j'ai un accident, je sais qu'on j'irai dans le meilleur hôpital du pays, puis je serai remboursé à 100%. Et même si on ne peut pas me soigner ici, on peut me rapatrier vers la France, je ne paye rien du tout. Ça coûte cher, mais c'est le prix de la tranquillité. Si vous n'avez pas de permis, alors évidemment, toutes ces assurances ne vous serviront absolument à rien. Dans ce cas, prévoyez quelques milliers d'euros immédiatement disponibles parce que se passera-t-il en cas d'accident? On vous emmènera certainement dans un hôpital privé aux normes internationales où les médecins parlent anglais. Donc ce sont des hôpitaux qui coûtent assez cher, mais aussi la première chose qu'on va vous demander, vous êtes imaginez vous sortez de l'ambulance, vous êtes sur le brancard, on va vous apporter carrément l'appareil pour la carte bancaire. Pas de carte, pas de soins. Pas de carte, pas de soins, ça rime pas. Mais bon, c'est ça. Vous ne payez pas, vous ne serez pas soigné, donc on vous enverra sans doute vers un petit hôpital où on va faire du raccommodage pour vous permettre de survivre le temps de vous faire rapatrier éventuellement à vos frais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc il vaut mieux avoir au moins une carte avec plusieurs milliers d'euros de disponibles. Pas nécessaire de les avoir sur soi, c'est même pas très recommandé non plus. Alors oui, je sais, ce sont des choses dont on n'a pas trop envie de parler, auxquelles on n'a pas trop envie de penser, mais certains ou leur famille ont regretté ce manque de prévoyance. À vous donc d'évaluer les risques, surtout si vous n'avez jamais conduit de scooter de votre vie. Mais même pour les motards professionnels, le risque zéro, ça n'existe pas. Et surtout dans les pays comme le Vietnam ou la Thaïlande. D'ailleurs, en Thaïlande, n'oubliez pas qu'on roule à gauche. On s'y habitue très vite, certes, mais ça ne facilite pas la conduite. Heureusement, ici au Vietnam, on conduit à droite, enfin en général, et certains n'ont toujours pas compris qu'on conduisait à droite, mais bon, c'est comme ça. Parce ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a énormément de règles qui ne sont pas écrites. En France, vous roulez selon le code de la route, les règles sont claires. Ici, il y a le code de la route, mais il n'y a pas grand monde qui le respecte et ils ont leurs propres règles. Donc je vais essayer de vous expliquer quelques-unes de ces règles. Règle numéro 1, s'attendre à ce que ça déboule de tous les côtés. Alors ici, souvent on grille les feux rouges, on roule à contresens, on envoie des textos en conduisant. Si, même sur les scooters. Je ne sais pas comment ils font, ils envoient des textos sur les scooters. On ne signale pas les dépassements, les changements de voie ou de direction. Bref, il faut rester aware, comme dirait l'autre, parce que ça arrive de partout, toujours. Règle numéro 2, la priorité revient au plus gros. Donc dans l'ordre, c'est le camion, ensuite le bus, la voiture, le scooter, le vélo, et enfin, au bout de la chaîne alimentaire, c'est le piéton. Ou au plus culotté. Ce n'est pas forcément le camion. Donc ici, vous oubliez les priorités à droite. Règle numéro 3, c'est la règle du klaxon. Donc par exemple, si vous dépassez un bus, vous n'êtes pas sûr qu'il sait que vous êtes là, vous faites un petit tut-tut. C'est tout.
c'est normal ici, tout le monde fait ça. Si vous entendez un gros tut, par contre ça signifie un danger imminent, ou alors casse-toi de là, tu me gênes, je suis plus gros que toi et je n'ai pas l'intention de freiner. Donc ralentissez toujours au croisement, hein, y compris au feu même s'il est vert. Engagez-vous toujours lentement dans les carrefours. Pour tourner à gauche, des fois il y a un petit truc, si vous n'arrivez pas avec le flow continu dans les grandes villes, et vous voulez tourner à gauche, vous vous cachez derrière d'autres scooters ou derrière une voiture. Ça c'est des petits trucs comme ça. Règle numéro 4, qui est écrite parfois, celle-là, c'est que les scooters roulent toujours sur la file de droite, sur la voie de droite, même s'ils sont plus rapides que les véhicules qui roulent sur la voie de gauche. Donc, ce qui fait que vous doublez, si vous êtes plus rapide, vous doublez par la droite. Alors ce qui est un peu problématique, c'est qu'on double par la droite même quand il y a juste une seule voie. Vous avez une voiture, puis le scooter, il double par la droite. C'est pour ça que nous, en ville, surtout dans les grandes villes, les voitures roulent assez lentement parce que les scooters, il y en a de partout. Je vous déconseille d'ailleurs de louer une voiture si vous arrivez à trouver quelqu'un d'assez inconscient pour vous louer une voiture sans chauffeur. Ou peut-être si vous êtes résident, oui, mais juste en tant que touriste, vous aurez du mal parce que c'est très compliqué. Avec le numéro 5, soyez prévisible. C'est-à-dire, conduisez comme les locaux. Alors je vous donne un exemple tout bête. Ne vous arrêtez pas pour laisser passer un piéton. Il faut le contourner, dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi ? Parce que sinon, si vous vous arrêtez, il va se figer, il va vous regarder comme ça, parce qu'il se demande pourquoi vous êtes arrêté, parce que personne ne s'arrête. Donc vous allez vous arrêter, il y aura le piéton ici, et vous allez créer un mini bouchon parce que tout le monde va s'arrêter sans savoir pourquoi, et vous allez semer le chaos. Donc faites comme les autres. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai essayé au début, c'était les réflexes d'Européens. Je vois quelqu'un qui traverse la route sur un passage pour piétons en plus, je m'arrête. Il me regarde comme ça, et il s'arrête aussi. Et c'est le chaos, croyez-moi. Alors pour compléter le tableau, j'ajouterais que le boom des immatriculations de voitures a commencé à la fin de la période de Covid. Autrement dit, la plupart des conducteurs sont en réalité de jeunes conducteurs, malgré leur âge, quel que soit leur âge, ce sont de jeunes conducteurs, peu expérimentés. Puis surtout, toute leur vie, ils ont conduit des scooters. Ils se retrouvent soudain au volant d'une voiture, donc ils ont les réflexes de scooter et ils conduisent les voitures comme des scooters. Donc vous comprendrez très vite de quoi je parle ici. Si vous voyez une voiture qui s'arrête, vous ne savez pas pourquoi, et d'un seul coup, hop, elle fait demi-tour comme ça, elle bloque toute la rue. Même si vous avez une ligne continue, aucun problème, elle va faire demi-tour comme ça devant vous. Vous avez plein d'exemples comme ça, vous verrez. Bon, alors j'aurai encore quelques conseils à vous donner, mais je vous laisse découvrir par vous-même les joies de la conduite au Vietnam. Après, on s'y fait, c'était pas si compliqué que ça. Mais si vous commencez votre périple par une grande ville, je vous conseille de prendre d'abord des mototaxis Grab. Grab, c'est le Uber de l'Asie du Sud-Est. Vous prenez ces taxis et puis ces mototaxis, et de derrière vous observez comme ça et vous imaginez la place du conducteur. Mais franchement, je vous conseille pas dès votre arrivée, si vous n'avez jamais conduit ici, de louer un scooter et de vous lancer à Hanoï ou à Saigon. J'en connais certains qui l'ont fait et ils l'ont fait une fois et ça n'a pas duré longtemps. L'accident est arrivé très vite. Si vous n'avez jamais conduit de scooter, je ne vous conseille vraiment pas de commencer au Vietnam. Ou alors à la limite peut-être sur une île comme Phu Quoc, une île tout au sud parce qu'il y a assez peu de voitures, vraiment très peu de camions, donc peu de circulation. Donc là c'est assez tranquille. Mais bon, à vos risques et périls. Enfin, n'oubliez pas que le port du casque au Vietnam, comme ailleurs, comme en Thaïlande, comme en France, est obligatoire. Alors attention, petite particularité au Vietnam, on tolère les casques en plastique qui coûtent 2 ou 3 euros. Alors inutile de vous dire qu'à part éviter des ennuis avec la police, ils ne servent absolument à rien, ils ne vous protègent pas. C'est juste pour dire d'avoir quelque chose sur la tête si vous vous faites arrêter. Là encore, vous oubliez ces casques, achetez-vous un casque de meilleure qualité. Alors je n'ai pas réussi à vous dissuader et vous voulez franchir le pas, rien de plus facile. Alors d'abord, la plupart des hôtels louent des scooters eux-mêmes ou alors ils font appel à des prestataires. C'est en général un peu plus cher, mais c'est quand même plus pratique. Souvent vous n'avez pas laissé de caution ou de passeport, alors que les loueurs, eux, ils vont toujours vous demander votre passeport. Ne le faites pas, essayez d'emporter avec vous un autre document d'identité. Éventuellement, il vaut mieux laisser votre carte d'identité ou en tout cas une caution. Sinon, ils vous diront tous que ici c'est le Vietnam, il n'y a pas besoin de papier. C'est évidemment absolument faux. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous remette les papiers du véhicule. Normalement, vous devriez pouvoir présenter le certificat d'assurance et ensuite le certificat d'immatriculation du véhicule. Le mieux, c'est aussi d'avoir un contrat
Ça, le contrat, vous l'aurez une fois sur 3, surtout plutôt pour des longues durées, mais pour des courtes durées ou si vous prenez un hôtel, vous n'aurez aucun contrat. Donc vous ne savez pas si le scooter est assuré, vous ne savez pas combien vous devrez payer si vous le faites voler ou s'il est endommagé. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Bon, d'un autre côté, les scooters qu'on vous loue ne sont pas des tout neufs. Alors le prix de la location. Au Vietnam, c'est entre 100 000 et 150 000 dong par jour, c'est-à-dire entre 4 et 6 euros par jour. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez, de la durée de la location et aussi du modèle du scooter. En Thaïlande, c'est un poil plus cher, on est plutôt entre 5 et 8 euros. Si vous voulez un scooter grosse cylindrée, flambant neuf, là ça va coûter plus cher. Donc si vous séjournez à l'endroit pour une plus longue durée, vous louez à la semaine ou au mois, voire même plus, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Quand vous réceptionnez votre scooter, surtout très important, déjà prenez des photos ou des vidéos, comme ça on ne pourra pas vous dire que vous avez cassé ça ou ça, vous pouvez montrer non c'était déjà cassé. Parce qu'ici ce n'est pas comme en France quand vous louez une voiture où tout est signalé, tout est bien écrit, tout est clair et net. Non, là pas du tout. Deuxième chose, les freins. Testez bien les freins. Là j'en ai encore loué un récemment, le lendemain, on l'a remporté parce qu'un des freins ne freinait pas. J'ai commis l'erreur de ne pas essayer. Il n'y aura très certainement pas d'essence dans le scooter, donc vous devrez aller faire le plein vers la station la plus proche. Bon, l'essence ne coûte pas très cher ici, c'est entre 80 et 90 centimes le litre. Donc ça dépend des périodes, entre 22 et 24 000 dong le litre. En Thaïlande, c'est à peu près dans les mêmes prix. Donc c'est un moyen de transport économique. Le seul inconvénient, à part les dangers de la route, évidemment, ce sont les intempéries. Donc ici, quand il pleut souvent, ou les orages, ça tombe vraiment. Ou comme en ce moment, la canicule. Bon, après, le scooter, ça aère aussi. Mais bon, il faut en tenir compte. Alors, certains qui sont là pour un mois, ou même plus, puisque au Vietnam, nous sommes en 2024, vous avez 45 jours d'exemption de visa. Et si vous voulez rester plus longtemps, le visa touriste, le visa électronique, c'est pour 3 mois. En Thaïlande, maintenant, c'est l'exemption de visa 60 jours. Et on peut prolonger encore d'1 mois, donc c'est aussi 3 mois. Donc certains préfèrent acheter un véhicule. Alors là, c'est un problème parce que vous ne serez jamais vraiment en règle. Pourquoi ? Parce que demandez quand même déjà ce certificat d'immatriculation si vous achetez un véhicule. Sauf que ce certificat d'immatriculation, il ne sera jamais à votre nom. Vous ne pourrez pas faire immatriculer le scooter ici. En théorie, vous ne devriez pas rouler avec, sauf si vous avez un contrat de location. Bon, d'un autre côté, je vous ai dit que les loueurs souvent ne signent pas de contrat de location, donc ça, c'est la théorie. Donc, en pratique, vous pouvez rouler avec, mais vous êtes quand même en infraction. Vous ne devriez pas être ennuyé. Alors, pourquoi vous pouvez le faire immatriculer ? Si vous êtes touriste, c'est déjà complètement exclu. Si vous êtes résident, là, c'est à la limite possible. Mais il vous faut une carte de résident et un numéro fiscal. Et en plus, je crois que le certificat d'immatriculation ne sera valable que jusqu'à la date d'expiration de la carte de résident. Donc dans ce cas-là, si vous êtes résident, il vaut mieux faire appel à un ami vietnamien qui va l'immatriculer à son nom. Et dernière chose sur la location ou l'achat d'un scooter, pour ceux qui voudraient justement profiter de ces longues périodes pour visiter un autre pays. Par exemple le Laos, beaucoup le font ou le faisaient. Vu que le Vietnam sur la carte, si vous regardez sur la carte, il est tout en long comme ça. Et à côté vous avez le Laos, donc on peut faire des incursions au Laos. Malheureusement, ce n'est plus possible. Avant, il y avait encore un poste frontière qui laissait sortir les scooters du Vietnam. Mais désormais, d'après les informations que j'ai, ce n'est plus possible. Donc si vous louez un scooter au Vietnam ou que vous l'achetez, il ne pourra pas sortir du Vietnam. Alors voilà, ainsi prend fin cette vidéo un peu technique et à vous de voir si conduire un scooter au Vietnam est une bonne idée ou pas. Personnellement, je n'imaginerais pas un autre moyen de transport. J'ai vraiment découvert des régions sublimes. Voir ces régions, que ce soit au Vietnam, aussi en Thaïlande ou à Bali où j'ai été, à travers les vitres teintées d'une voiture, c'est différent. Puis il y a cette liberté. Mais moi j'ai déjà le permis 1, je l'avais déjà en Europe. Avant de venir ici en Asie du Sud-Est, j'ai conduit pendant plusieurs années quotidiennement mon scooter en Europe, donc j'avais déjà l'habitude. Maintenant, je suis en règle, je suis bien assuré, donc je suis tranquille. Voilà. Après, chacun voit les risques qu'il est prêt à prendre. Si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque, ça vous fait office d'une assurance. Dans ce cas-là, oui. Si par contre, vous n'avez pas vraiment de réserve, réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que ça va vous coûter trop cher. On ne vous laissera pas quitter le Vietnam si vous n'avez pas indemnisé les victimes éventuelles d'un accident que vous auriez causé.
Mais bon, à conduire un scooter, que ce soit au Vietnam ou en France, c'est toujours plus risqué que conduire une voiture. Au Vietnam, c'est peut-être un peu plus risqué, mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Il faut savoir accepter. Petit update sur la conduite au Vietnam. Bientôt 2 ans au Vietnam et pas un accident. Jusqu'à aujourd'hui, juste après avoir fait la vidéo là-dessus. C'était pas de ma faute, sur une grande avenue à 4 voies, dans un rond-point où j'avais la priorité, parce que c'est priorité à droite. Une femme se voyait un chemin devant moi et elle m'a pas vu, elle m'a coupé la route. Donc j'ai tapé dans sa roue arrière et je suis tombé sur le côté. Donc les deux mains bien éraflées. Fait bien mal à l'épaule, aux articulations, aux poignets aussi. Donc j'espère que j'ai rien. Elle nous a emmenés vers une pharmacie. Le scooter de location, ça va. Donc on va aller le rendre. Comme quoi, vous pouvez être prudent, faire attention à tout, mais quand ça doit arriver, ça arrive parce qu'ils font vraiment pas attention, ils conduisent n'importe comment, ou alors il faudrait conduire très très lentement. Et encore même comme ça, vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui arrive, vous tamponne par derrière. Je lis ça régulièrement dans les journaux. Ça c'est surtout les voitures qui oublient de s'arrêter au feu rouge et qui font un strike. Les risques, oui, ça existe. Bon là, ça ne nous a pas coûté cher. On est allé donc à la pharmacie, j'en ai pour 3 € de pansement. Et ça aurait pu être plus grave. Voilà, donc faites attention si vous décidez de louer un scooter ici au Vietnam. Petit update 2 mois après, finalement c'était pas si grave, tout était ouvert ici, les blessures se sont refermées, mais évidemment ça aurait pu l'être beaucoup plus, donc j'ai revu dans ma tête cet accident et pour essayer de voir comment j'aurais pu l'éviter. Pour rappel, j'étais sur une grande avenue 2 fois 4 voies, je rentre dans un rond-point avec plein d'autres scooters autour de moi qui rentrent en même temps que moi, une femme qui était quasiment arrêtée au milieu du rond-point, décide de redémarrer. Et là, elle fait ce que les Vietnamiens font toujours, elle ne regarde pas. Parce que dans leur tête, lorsqu'ils s'engagent, ils ne regardent pas à droite, à gauche, jamais, et ils pensent que les autres vont les éviter. Donc ça marchait bien avant lorsqu'il y avait des scooters, et maintenant, quand il y a des voitures, c'est plus compliqué. En tout cas, là, elle-même avait admis qu'elle n'avait pas regardé, donc on arrive comme ça avec les scooters, elle s'engage, elle s'aperçoit qu'elle ne pourra pas traverser l'avenue, elle freine, et donc c'est là que j'ai tapé dans sa roue arrière, j'ai vu l'accident arriver, mais je me suis dit que ça passait, sauf qu'elle a freiné. Donc si elle n'avait pas freiné, évidemment, ça passait, donc j'ai même pas eu le temps de la contourner, vu la vitesse à laquelle je roulais, pas excessivement vite, 30-40, mais j'aurais pas pu la contourner. Donc vraiment, dans ce cas-là, il n'y avait absolument rien à faire. Donc quand on ne peut pas l'éviter comme ça, je me suis dit la seule chose que je peux faire, c'est vraiment bien m'équiper. Alors là, dans ce cas-là, j'avais un autre casque, et celui-là, c'est mon casque de voyage que je ne conseille pas particulièrement. La plupart des gens ont des casques comme ça, ça donne ça. Et encore celui-là, il protège en haut quand même. Il a une visière, mais souvent ils ont des casques à 1-2 €, juste en plastique qui couvrent la tête. Comme j'ai déjà dit, c'est juste pour la police. Moi, en général, quand je suis à Hanoï, chez moi, j'utilise ce casque. Ça, c'est vraiment le minimum. Ce n'est pas un casque intégral, puisqu'il n'y a pas le menton qui est protégé. Il manque cette partie, mais au moins ça protège la nuque. Ça c'est la base. La visière aussi, parce qu'on reçoit toujours des poussières ou des insectes dans les yeux. Les lunettes ça fait pas toujours l'affaire, donc c'est pas mal aussi. Bon, ça je l'avais déjà avant. Maintenant, fort de cette expérience où je me suis bien arraché les mains, la peau des mains, même s'il a repoussé vite, je voudrais éviter que ça recommence. Là, j'ai acheté juste cette petite paire de gants, ça coûte pas cher, il y a un peu de plastique ici, donc si je m'étale encore comme ça, au moins ça raclera là, et je pense que je m'arracherai pas la peau des mains. Et bon, il fait pas trop chaud. Deuxième chose, là c'est un peu plus compliqué, c'est cette charmante veste qui a à l'intérieur du plastique ici, donc l'avant-bras, les épaules, le dos et un peu ici, ça protège un peu ici. L'avantage c'est qu'on ne voit pas très bien, mais ici c'est aéré en fait. L'inconvénient c'est la couleur, la plupart de ces vestes sont noires, donc quand il y a du soleil, ça garde la chaleur. Jusqu'à 30 degrés ça va, mais quand les températures dépassent 30 degrés et qu'il y a du soleil, il fait chaud. Après je me dis de toute façon, avec ou sans ça, je transpire quand même, donc au moins c'est toujours ça. Alors évidemment, si je vais sur une grande route et que je me fais tamponner par une voiture en pleine vitesse, ça ne changera rien. Mais en tout cas, pour la ville ou à faible vitesse, en cas de chute, c'est pas mal. Et dernière chose encore, lors de cet accident, j'étais accompagné de mon amie vietnamienne qui m'a dit, là cette fois il n'y a pas eu de problème, la dame a avoué ses torts. Mais elle dit attention, c'est peut-être aussi parce que j'étais là, parce que certains seront malhonnêtes ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils considéreront que puisque vous êtes étranger, c'est vous le fautif. Et comme vous êtes étranger, et en plus occidental, vous êtes riche et donc vous pourrez les dédommager. Je vous rappelle que le salaire moyen ici, c'est 200 ou 300 € par mois.
Donc forcément. Pour éviter ça, et aussi pour éviter les ennuis avec la police qui voudrait m'infliger des amendes pour des infractions que je n'ai pas commises, puisque je suis en règle, donc à moins de griller un feu rouge ou de rouler à contresens, je vois pas trop ce que je pourrais commettre, eh bien, j'ai acheté cette dashcam. Alors c'est une caméra de bord pour les voitures, là j'ai un accessoire, bon celui-là n'était pas livré avec, mais je l'accroche comme ça, en général j'ai mon sac à dos ici, et je filme tout comme ça en cas d'accident. Si ce n'est pas de ma faute, j'aurai la preuve. Et ensuite si la police me voit avec ça, ils n'auront pas envie de me demander de l'argent pour rien. Autre avantage aussi, alors là j'ai pas testé, normalement c'est supposé être étanche, moi qui adore faire du snorkeling, d'aller voir les poissons, il y a quand même pas mal, quelques spots au Vietnam pour ça, ou dans les autres pays d'Asie du Sud-Est, hein. Je voyage souvent en Thaïlande, ou encore récemment à Bali, voilà, ça, je pourrais filmer aussi sous l'eau. Bon, ça coûte pas très cher, hein, ça coûte une quarantaine d'euros. Avec la batterie, ça tient 2 heures. C'est pas très lourd, je mets comme ça, voilà. Donc à part prendre cette précaution, je peux pas faire grand chose. J'ai tous les papiers, toutes les assurances, mais bon, vraiment personne ne peut éviter un accident. Pour terminer cette vidéo, je vous propose juste quelques prises de vue avec cette caméra ou une autre d'ailleurs. Des choses un peu incongrues qu'on trouve. Alors on va commencer par une petite série, vous allez voir tout ce que les Vietnamiens sont capables de transporter sur un scooter. On va commencer par cette photo, c'est le jour où on m'a livré mon piano, parce que j'ai acheté un piano électronique. Je m'attendais à ce qu'on me le livre avec une voiture ou une camionnette. Non, il est arrivé à scooter. Sinon, qu'est-ce qu'on transporte aussi sur les scooters? Eh bien, on transporte des oiseaux, de la glace, j'imagine, on ne sait pas trop ce que c'est, des rouleaux de plastique, un vélo, une petite échelle, parfois il y en a des grandes aussi, alors là vous avez aussi bien des pneus que des paquets, des bières, des caisses de bière, 4 caisses de bière, des ballons, et puis encore des paquets, et de l'huile usagée, des balais. Alors passons maintenant à quelques vues de la circulation à Hanoï. Vous arrivez sur une 2x5 voies, vous devez tourner à gauche, mais ce n'est pas possible, il y a un terre-plein. Donc vous devez traverser toutes les voies de droite, vous avez 100 mètres pour parvenir du côté gauche et faire demi-tour. Donc c'est pas évident. Ensuite il faut vous intégrer à la circulation sur les voies de droite. Et voici la traversée du centre de Hanoï la nuit, tout ça pour aller au karaoké. Donc vous voyez que Hanoï by night c'est quand même assez vivant. Là on contourne la zone piétonne. Parfois il faut prendre aussi des petites ruelles. Donc, ça fait toujours une drôle d'impression de prendre ces ruelles, mais on n'a pas toujours le choix. Et on arrive enfin dans la rue des karaokés, entre autres. Comment faire pour traverser une rue? Même si vous êtes piéton, regardez bien ces piétons. Moi je me suis caché derrière eux pour pouvoir traverser. En fait vous avancez lentement et puis tout le monde vous contourne. Et enfin, pour terminer, l'un des grands monuments de Hanoï à visiter, évidemment le mieux c'est de le faire à scooter, c'est le pont de Long Bien. C'est le pont qui traverse le fleuve Rouge. En fait c'est un pont ferroviaire, mais de chaque côté il y a une route plus ou moins bitumée et qui est réservée aux 2 roues et aussi un peu aux piétons. Ce pont de Long Bien qui relie le centre de Hanoï au quartier ou au district aujourd'hui de Long Bien. C'était à l'époque de l'Indochine française le pont Paul Doumer, donc il a été construit par les Français. Donc il a été construit entre 1898 et 1903 et il est toujours quasiment en l'état. Alors je ne vous conseille pas particulièrement de le faire à pied parce que sa longueur c'est 1682 mètres. Donc il enjambe le fleuve Rouge et puis aussi une grande bananeraie. Et puis avec les crues du fleuve, parfois ce sont des zones inondées. Voilà. Donc la hauteur c'est de 13,50 m et puis sa profondeur 30 mètres. Alors il n'est plus en très bon état. Ce pont a été inauguré il y a 121 ans si je compte bien. Et évidemment il commence à avoir du mal, donc une rénovation, pour ne pas dire reconstruction, est prévue. Donc voilà un des monuments à visiter à Hanoï. Bref, à bientôt j'espère pour une autre vidéo qui vous fera découvrir encore un peu plus ce beau pays qu'est le Vietnam.